L'épisode précédent s'est terminé sur l'assemblage de l'arrière de la Volgati et là, ça commençait à ressembler à une voiture. À la fin, beaucoup ont remarqué que l'aileron était devenu fonctionnel et qu'il commençait à bouger comme sur l'original. C'est par la réalisation de ce mécanisme que nous allons commencer. Pour commencer, nous découpons sur une machine laser ce kit à partir d'un contreplaqué fin de 4 mm. Il est temps de poursuivre nos travaux sur l'aileron arrière escamotable. Pour cela, nous avons enfin reçu, après un très long voyage, les actionneurs linéaires en provenance de Chine. Ils serviront de support pour l'aileron sur lesquels il sera fixé et pourra se déployer. Pour fixer les actionneurs à l'aileron, nous avons fabriqué ce support provisoire en contreplaqué. En attendant que nos pièces principales soient découpées au laser, nous avons également commandé des chapes pour les actionneurs linéaires. Nous allons retirer ce support et à sa place, il y aura une articulation permettant de fixer l'aileron à l'actionneur linéaire. Une fois tout fixé, nous procéderons aux tests et réglages. Nous avons commandé 2 actionneurs différents afin que, lorsqu'ils sont complètement déployés, l'aileron puisse changer son angle d'attaque. Nous avons assemblé un schéma pour montrer l'installation sur la voiture. Je vais vous le montrer. Le principe de fonctionnement est clair. Il reste à installer le mécanisme dans la carrosserie pour qu'il reste fonctionnel. C'est ce que nous avons fait. La première étape consiste à découper les niches. D'abord, nous avons percé des trous, puis avec une meuleuse découpée, forme nécessaire. 5 minutes et c'est prêt. Alors, nous avons étudié la construction de ces actionneurs et nous en sommes venus à la conclusion qu'il y a un point qui ne nous convient pas. La tige elle-même est très fine, elle est en aluminium et, à notre avis, elle est assez fragile. C'est pourquoi nous avons fait fabriquer les mêmes tiges, mais en inox. Ces pièces, elles sont beaucoup plus solides, la paroi était bien plus épaisse. Je pense que pour nous, cette solidité est désormais largement suffisante. Et comme elles sont en inox, nous avons aussi décidé de les polir, ce qui leur donnera un aspect un peu plus esthétique. C'est justement à la tâche de polissage que Colia s'est attelé. 21 minutes plus tard, magnifique. Nous avons remplacé les tiges par des modèles plus solides, installé des articulations. Et cela ressemble vraiment à un mécanisme robuste digne de ce nom, à intégrer à la carrosserie. La première étape est de placer nos éléments dans les trous préparés, de les insérer soigneusement et de prendre les mesures. Comme la carrosserie est en fibre de verre, il a été décidé de fixer les mécanismes de la même manière. Pour commencer, nous concevons sur place un boîtier avec renfort, équerre et nervures de rigidité. On fait d'abord cela en carton. Une fois l'ensemble formé, nous transférons les gabarits carton sur la fibre de verre. Les panneaux principaux seront découpés dans une feuille de fibre de verre préalablement réalisée, puis assemblés sur place entre eux et à la carrosserie. Voilà à quoi ça ressemble. Nous avons tracé des lignes, les avons découpées et sommes repartis vers Narnia. Maintenant, il faut assembler le puzzle de toutes les manières possibles avant de l'enduire de mat de verre. Le pistolet à colle s'avère très utile ici. Élément par élément, on obtient ce genre de structure que l'on renforce soigneusement avec du mat de verre. L'étape suivante consiste à concevoir une fixation rigide des actionneurs à la carrosserie. Comme le mat de verre est un matériau très malléable, nous en avons profité. Au final, nous avons simplement recouvert le corps et une fois la résine sèche, nous obtenons une fixation en fibre de verre parfaitement ajustée, qui fonctionne et ressemble à ceci. Pendant ce temps, nous avons été confrontés à un grand dilemme. Au départ, je prévoyais que l'avant de la voiture aurait l'apparence suivante. Une belle et noble couleur blanche accompagnée de détails chromés. C'est vers ce design que nous nous dirigions. Mais, comme c'est souvent le cas, les plans ont changé en cours de route. C'est précisément pour cette raison qu'Andrei s'est attaqué à l'ancien cerclage chromé du phare. Il l'a démonté, bien poncé, dégraissé et recouvert d'une couche d'apprêt. Vous avez tout à fait compris. Nous avons décidé de ne pas restaurer ces cerclages rouillés en chrome. Nous avons choisi de les réaliser en carbone et ce, sans passer par la méthode du laminage. Nous voulons fabriquer des cerclages de phare entièrement neufs en carbone en utilisant la technologie du moulage sous vide. Pour cela, nous devons réaliser un modèle de la meilleure qualité possible, c'est-à-dire l'objet à partir duquel sera prise la matrice. Les cerclages gauche et droit sont symétriques, donc nous n'en ferons qu'un seul. Voilà, on en laissera un comme exemple pour montrer à quoi il ressemblait. C'est avec celui-ci que nous allons travailler. Nous avons enlevé la rouille, appliqué un apprêt phosphatant, bien séché le tout, puis mis un apprêt polyester par-dessus qui agit un peu comme un mastic liquide. Mais malgré tout, les cerclages ne sont pas encore parfaits. Il faut consacrer un maximum de temps à notre modèle, car ce sera notre base.
et il ne doit y avoir aucun défaut qui pourrait ensuite apparaître sur la pièce finie. C'est pourquoi nous allons maintenant le matifier et l'enduire de mastic. Nous faisons des rayures pour que le mastic adhère et nous allons l'enduire. Ici, beaucoup se demanderont probablement pourquoi s'éloigner du design initial. Après tout, il a vraiment fière allure. En réalité, nous n'avons pas encore pris de décision finale et nous avons voulu regarder le design sous un autre angle. De toute façon, il ne s'agit pas d'une restauration classique, nous avons un mélange d'époque et de technologie. À l'arrière de la Bugatti, il y aura beaucoup d'éléments en carbone. C'est là que l'idée nous est venue de remplacer notre chrome par du carbone forgé. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée que nous avons visualisée et qui a donné ses rendus. À ce moment-là, Andrei avait déjà perfectionné la forme des anciens cerclages irréguliers pour obtenir à l'avenir des pièces parfaites. Pour anticiper, je dirais que de tels cerclages aussi réguliers n'ont jamais été installés sur une Volga auparavant, car après l'emboutissage, il restait toujours des traces que nous avons éliminées, puis nous avons enveloppé le cerclage parfait dans de la fibre de verre selon la technologie. Au final, nous avons obtenu un moule prêt à fabriquer un élément en carbone parfaitement lisse. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. En attendant, revenons au spoiler. Au final, nous avons découpé dans de l'inox exactement la même structure que celle que nous avions initialement assemblée en contreplaqué. Il ne reste plus qu'à bien la poncer et à éliminer les traces de découpe. L'étape suivante consiste à intégrer ces éléments directement dans le spoiler, qui pourra alors se relever et modifier son angle d'inclinaison en fonction de la situation. Pour cela, nous découpons des trous traversants dans le spoiler, nous le posons sur la carrosserie et nous commençons à nouveau à rouler les trous que nous venons tout juste de découper. Cela se fait pour un positionnement précis. À ce stade, le spoiler est exactement à l'endroit où il sera en position fermée, tout comme les plaques métalliques. C'est pourquoi nous les scellons directement sur place, en étant certains que tout s'ajustera parfaitement par la suite. Au final, l'une des platines est intégrée dans le corps du spoiler, tandis que l'autre sera fixée sur sa partie inférieure, créant ainsi un sandwich aussi solide et fiable que possible. Bien sûr, ce sandwich doit pouvoir se cacher quelque part lorsqu'il est en position fermée. C'est exactement ce à quoi nous nous sommes attelés. Au départ, nous avons simplement découpé des trous traversants qu'il faut maintenant rendre plus esthétiques. Après quelques jours, nous avons obtenu ces petites cuvettes. Il ne reste plus qu'à faire les ouvertures par lesquelles les actionneurs entreront et sortiront. Mais ce n'est pas si simple. Comme vous pouvez le voir, l'un des trous a une forme ronde simple, mais le second ressemble plutôt à un ovale. En fait, l'un des actionneurs doit changer de position afin que le spoiler puisse modifier son angle. C'est là que les choses se sont compliquées. Bien sûr, on aurait pu simplement laisser un trou ovale, mais nous avons décidé d'ajouter un raccord avec des joints en caoutchouc, des bagues d'étanchéité, afin de protéger le mécanisme contre une éventuelle infiltration d'humidité. C'était là la principale difficulté. Mais au final, toutes les difficultés ont été résolues, on peut passer aux suivantes. Et maintenant, nous allons jeter un œil là-bas. On a reçu quelque chose. Un truc rond, mais ce n'est pas une pastèque. Récepteur ou quoi? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Et ça, c'est une pompe à vide. Et elle n'est pas pour un aquarium, mais pour l'infusion sous vide. Donc un réservoir, une pompe à vide. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des composants, de la résine d'injection, un petit tournevis. Alors, ça, c'est le tissu sacrificiel. Un tuyau pour le raccordement, un cordon d'étanchéité. Alors, la grille. Et voici la fibre de carbone. La fibre de carbone forgée, elle est déjà découpée. Mais ce n'est pas tout ce que nous avons. De la fibre de carbone en rouleau. Un rouleau dans lequel beaucoup de choses sont emballées pour éviter d'envoyer plusieurs rouleaux. Tout a été enroulé dans un seul rouleau de film plastique. Et ensuite, il y a la fibre de carbone, là, avec un tressage rouge. Et là-bas, il y a probablement aussi de la noire quelque part. Notre matrice est prête pour la fabrication des cerclages de phares en carbone. On s'y met. Alors, la première chose à faire avec la matrice, c'est d'appliquer une couche de démoulant. Au début, nous utilisions de la cire. Ça fonctionne bien avec la fibre de verre, mais en condition d'infusion sous vide, ça ne marche pas du tout.
Au final, la pièce est restée collée, j'ai dû la gratter, l'extraire complètement de la matrice et j'ai rayé la matrice. Je n'ai pas refait la matrice car elle reste encore parfaitement utilisable pour nos besoins actuels en fait. Mais on l'a tout de même un peu rayée, vraiment. Ensuite, un séparateur d'alcool. Un séparateur d'alcool fonctionne en principe sous vide. Mais il y a une nuance. Lorsque vous posez le tissu, si vous essayez ensuite de le déplacer, de le bouger ou de le décoller, vous allez l'arracher en même temps que ce film alcoolisé. Et du coup, la pièce devient inutilisable et colle également. Finalement, nous sommes arrivés à un système de démoulage en 2 étapes distinctes. D'abord, on applique soigneusement un bouche-port sur toute la surface, puis, dans un second temps, un agent de démoulage semi-permanent. Ce dernier s'applique en plusieurs étapes successives, avec un séchage intermédiaire entre chaque application. On imbibe un chiffon propre et, par des mouvements circulaires comme ceci, on frotte délicatement la pièce en veillant à bien couvrir toutes les zones. Cette couche sèche très rapidement. Au bout de 5 minutes environ, on peut appliquer la suivante. L'agent de démoulage s'applique en au moins 5 couches. La première fois, mais on peut même en mettre 10 probablement. Ensuite, après chaque démoulage, on ajoute 1 ou 2 couches. Un autre point important, les endroits où le cordon d'étanchéité sera collé doivent être protégés avec du ruban de masquage. De cette manière, et nous ajoutons encore une couche supplémentaire de séparateur. Pendant que notre séparateur sèche, nous commençons à préparer le carbone. Nous allons utiliser du carbone forgé. Il existe 2 variantes de carbone forgé. La première consiste à découper de gros losanges comme ceci. Et la deuxième option, c'est quand on prend de la paille hachée comme celle-ci et qu'on en fait un motif. Pourquoi allons-nous utiliser ce vérificateur ici? J'aime davantage ce type de motif en losange, il est plus grand, plus marqué. La paille hachée, elle aussi est sympa, elle est cool également. Mais pour cette pièce, il me semble que je préfère le motif en losange. Mais la paille, elle aussi est vraiment chouette, elle est cool aussi, avec différentes densités. Ici c'est plus gros, là c'est plus fin, et celui-ci est carrément en bois. La paille a aussi sa place. Les fois précédentes, le carbone était simplement découpé au ciseau. C'est une méthode qui fonctionne, mais elle est assez fastidieuse. On nous a parlé de l'existence de ce genre de couteau. Comment ça marche? Comme ça, vraiment très vite et efficacement. L'étape suivante consiste à commencer à poser le carbone forgé. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Allez-vous dire, on prend, on étale, non? Mais ça ne marchera pas. Ici, il y aura encore beaucoup de couches qui vont bouger et au final, tout notre carbone va simplement tomber là, dans cette cavité, n'est-ce pas? Et rien de bon n'en sortira. Et c'est là que la colle va nous aider. Nous allons pulvériser de la colle sur le moule et sur chaque couche suivante sur laquelle le carbone va adhérer ainsi que sur les couches suivantes. Et au final, lorsque la résine descendra sous vide, cette colle sera dissoute par la résine et disparaîtra. Mais il nous est absolument indispensable pour fabriquer une pièce aussi complexe afin que tout reste exactement là où nous l'avons placé. Sinon, lorsque le vide sera appliqué, tout sera tiré et tout notre motif se retrouvera simplement rassemblé dans ce creux. Nous appliquons la colle. Ah, ça sent fort. Et on pose simplement la petite mosaïque. À première vue, il semble que le carbone soit réparti sur tout le périmètre, qu'il ne reste plus qu'à l'imprégner de résine, et la pièce est prête. Mais ce n'est pas le cas. Dans les 10 prochaines minutes, plusieurs notifications SMS concernant le débit de fond pour le matériau de ces cerclages vont encore arriver. Nous avons posé la première couche de carbone forgé, et maintenant il nous faut donner de l'épaisseur à la pièce, la renforcer. D'abord, nous allons poser du carbone 240, puis par-dessus, nous mettrons la couche de finition en 600, une couche solide et dense. Nous n'allons pas poser directement le 600 car sa texture est très grossière et sous vide, elle appuierait sur le carbone forgé, ce qui ferait apparaître ce tressage en surface. C'est pourquoi nous commençons par une couche plus fine.
On peut aussi sans problème augmenter l'épaisseur et renforcer avec de la fibre de verre blanche, n'est-ce pas? Parfois, les artisans plaisantent en disant que c'est du carbone blanc. Non, c'est simplement de la fibre de verre. Mais nous allons réaliser une pièce entièrement en carbone, donc nous allons travailler avec du carbone. Nous passons maintenant à la découpe du carbone 240. Je pense qu'il est déjà clair pourquoi les pièces personnalisées en carbone coûtent aussi cher qu'une aile d'avion. À ce stade, nous n'avons même pas atteint la moitié du processus technique et beaucoup auraient probablement déjà abandonné et simplement peint les anciens cerclages chromés en noir. Encore un peu de patience et nous pourrons voir concrètement si cela en vaut la peine. On a posé la 240, maintenant on passe déjà à la 600. Comme vous l'avez remarqué, le carbone tissé s'effiloche très facilement, il se désagrège. Pour éviter qu'il ne s'effiloche, et plus le tissage est gros, plus il se désagrège, car le tressage large se défait facilement, je l'ai imprégné de colle de l'intérieur. De cette façon, il garde à peu près sa géométrie et ne se désagrège pas autant. Voilà. Et on colle tout de la même manière. Oui, encore une couche de carbone qui n'est vraiment pas bon marché. En regardant ce matériau, j'espérais sincèrement que ce serait la dernière couche, mais les notifications de la banque en ligne disaient le contraire. Nous avons posé notre millefeuille de carbone et la couche suivante, c'est-à-dire la prochaine étape, est le tissu sacrificiel. Il s'agit d'une fibre de verre imprégnée d'un agent de démoulage spécial qui ne collera pas à notre pièce, qui va séparer notre grille conductrice et grâce à laquelle nous pourrons ensuite la détacher facilement, l'arracher sans difficulté. D'accord, la couche sacrificielle n'est pas très chère finalement. J'espère que c'est tout. Nous avons posé notre couche sacrificielle. Il faut aussi que tout soit bien recouvert, que cela couvre entièrement notre pièce avec un débord pour qu'il soit facile de l'attraper et de l'enlever ensuite. La couche suivante, c'est le filet de distribution de résine. Un filet sur lequel la résine va se répartir uniformément sur notre pièce sans former de poche où elle ne s'écoulerait pas. Malheureusement, il est assez difficile de le fixer solidement avec de la colle, donc ici on improvise un petit peu. Je n'ai pas encore vraiment trouvé comment le fixer au mieux. Ou peut-être qu'il l'a tout simplement copié de quelqu'un d'autre qui sait... D'accord, je vais désactiver notification SMS de la banque. Notre système est presque prêt. Il est très important de tout fixer avec de la colle. Sinon, ce n'est qu'un tas de cette salade qui bouge de façon chaotique les uns par rapport aux autres, ce qui ne nous permettra pas de réaliser correctement une bonne infusion sous vide. Nous commençons à poser les tubes. Nous aurons besoin de tubes et ils doivent être rigides pour que le vide ne les écrase pas. Si nous prenons des tubes souples, le vide va les écraser et l'alimentation en résine ou l'évacuation du vide peut s'arrêter. Un ami m'a aussi donné une petite astuce. Simplement coller un petit filet conducteur de résine sur le tube, cela permet de répartir la résine de façon plus intéressante. Merci tout particulièrement, vraiment, pour les astuces. Ensuite, également, on fabrique aussi ces sortes de tulipes. Elles sont énormes, on peut les réduire de moitié. Oui, le cordon coûtait aussi de l'argent. Maintenant, il est en effet très clair pourquoi nous avons collé les bords du moule là où le cordon d'étanchéité sera fixé. Ces bords étaient salis par la colle et toutes sortes de fibres. Maintenant, nous retirons délicatement le ruban de masquage et nous avons une surface propre pour coller le cordon. Nous collons soigneusement nos tubes, puis nous allons les tirer lentement en diagonale, comme ceci. Nous posons le cordon d'étanchéité. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'un film spécial qui maintiendra efficacement tout notre sandwich sous vide. Il faut généralement environ 2 fois plus de film que la taille de la pièce. Nous commençons à fixer le film par les bords. D'accord, on peut déjà ne plus compter le film, mais tout le reste du matériel consommable pour fabriquer un seul cerclage a coûté 50 $ ou 5000 roubles. Ceci est simplement le coût des matériaux sans compter la main-d'œuvre et le moule. Notre système de vide est presque prêt à être lancé.
Comme vous l'avez remarqué, j'ai pris 2 fois plus de cellophane que de film. Notre film n'est pas extensible, c'est pourquoi j'ai fait ces plis qui doivent justement donner ce volume pour le retrait, afin que le cellophane ait de la place pour se poser. Et maintenant, nous roulons tous ces bords pour éviter toute fuite. Alors, assemblons et connectons notre installation au vide. De quoi est-elle composée? Une pompe à vide, un réservoir, un piège à résine. Mais ça, ce sera pour plus tard. Voilà. Avec un manomètre, grâce auquel nous verrons si notre sac maintient la pression, s'il y a des problèmes. Ensuite, nous fermons l'entrée. Nous la fermons de manière à ce que le vide ne soit pas appliqué à fond tout de suite, mais en pinçant un peu le tuyau. Maintenant, nous coupons aussi l'entrée du vide pour éviter les pertes dans tout ce système, car il pourrait y avoir une fuite quelque part. Voilà, et nous laissons notre système reposer pendant 24 heures, enfin selon le temps que cela prendra. Et maintenant, nous devons vérifier s'il y a des fuites, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait un petit trou quelque part qui laissera échapper notre vide, et alors tout sera fichu. Sinon, nous aurons de gros problèmes plus tard, lorsque nous ferons couler la résine. Nous passons à la préparation du mélange. Nous allons maintenant mélanger et diluer la résine époxy. Il est vraiment très important de respecter correctement le dosage. Ensuite, nous procédons à la dégazage du mélange. Ainsi, pour fabriquer une seule jante, il faut environ 50 $ de matériaux. En prenant en compte les heures de travail d'Andrei et les coûts du moule, fabriquer 2 jantes sur commande coûterait 400 $, soit 40 000 roubles. Bien sûr, pour nous, cela coûtera un peu moins cher, puisque nous gérons tout le processus nous-mêmes, mais cela restera tout de même assez coûteux. L'opération a été réalisée avec succès. Nous avons attendu patiemment que la résine atteigne le tube à vide d'aspiration. Et nous avons eu tout juste assez de résine, exactement la quantité qu'il fallait. C'est juste que j'ai saisi le moment où elle commençait déjà à manquer. Je n'ai préparé que 135 grammes et c'était un calcul parfait. Je ne sais pas comment j'ai pu deviner aussi précisément. J'ai eu une sorte de chance aujourd'hui, la chance était de mon côté. Voilà, on attend la polymérisation. Déballage. 24 heures se sont déjà écoulées. Notre résine s'est polymérisée, mais avant de tout cuire sous la lampe infrarouge, il nous faut retirer les pièces du moule. Je me suis demandé combien coûtent en fait les pièces en carbone pour une Bugatti Chiron. J'ai fait quelques recherches sur Google et j'ai été sidéré. Voici une pièce d'occasion en carbone, une simple insertion pour le pare-choc arrière de la Chiron, qui coûte 90 000 $, soit 9 millions de roubles. Ce n'est même pas un pare-choc complet, juste un morceau, un puzzle pour lequel il faudra encore d'autres éléments pour l'assembler. Il y a aussi cette petite pièce en carbone à 50 000 $ sur laquelle l'aileron vient se poser. Ce n'est pas un mécanisme, juste un morceau de carbone. Quant au prix des mécanismes, nous l'apprendrons dans le prochain épisode. Et maintenant, nous démontons notre sandwich dans l'autre sens, pour ainsi dire. Mais ce n'est jamais simple. Nous tâtonnons maintenant pour trouver notre tissu sacrificiel qui ne s'est pas collé à la pièce elle-même et nous l'arrachons délicatement avec le filet qui fait circuler la résine. Voilà, on voit très clairement comment fonctionne le tissu sacrificiel dans ce cas précis. Il s'est décollé facilement de notre pièce, sans laisser de traces, et la pièce, après le retrait du tissu, est restée parfaitement impeccable, comme au départ. Eh bien, j'en ai même transpiré, ça se voit sur moi, je suis en sueur. Quelle beauté. Et tout cela sans vernis. Maintenant, on découpe tous ces bords, on ponce et on vernit. Il ne reste plus qu'à bien la poncer et à appliquer un vernis brillant. Ici, vous vous demandez sûrement, pourquoi avons-nous besoin de pièces en carbone alors qu'elles sont si chères et compliquées à fabriquer? En fait, il n'y a pratiquement pas d'alternative. À mon avis, toutes les autres options ont l'air bon marché. Je ne vois que 2 options, une finition en chrome véritable ou en carbone. Le carbone, c'est clair, mais pour le chrome, il y a des questions. Nous n'envisageons pas les options de chromage décoratif ou de métallisation chimique pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une solution pour nous. Nous considérons uniquement le chromage
galvanique classique. Si quelqu'un a la possibilité de chromer des pièces de cette manière, merci de nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées dans la description de la vidéo. Oui, je suis un peu malade à la fin de cet épisode, donc désolé pour ma voix. Au final, les véritables pièces en ce qu'on appelle carbone forgé ressemblent à ceci. Et ici, plus que jamais, votre avis est important. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Le design final de la voiture en dépendra. Si quelqu'un a accès au chromage galvanique, nous serions reconnaissants pour toute information ou proposition. Les contacts sont dans la description de la vidéo. Voilà, nous avons réglé la question des cerclages. Revenons maintenant au spoiler. Nous commençons l'assemblage de notre spoiler. Je rappelle que nous y avons collé et inséré des plaques métalliques filetées qui seront fixées au support. Colia a soudé et poli les supports, mais ce n'est que temporaire, nous les perfectionnerons plus tard. Celui-ci vient d'ici et celui-là vient de là. Au final, le spoiler est fabriqué en mat de verre avec des inserts métalliques. Il est creux à l'intérieur, ce qui signifie qu'il est très léger et solide. L'étape suivante est de préparer l'installation. Comme vous vous en souvenez, notre conception a 4 actionneurs. 2 à l'arrière sont fixés à la carrosserie, tandis que la seconde paire est mobile. Ils sont reliés par cette barre pour plus de rigidité. Nous assemblons tout notre schéma en un seul ensemble. Nous avons installé les actionneurs linéaires. Ici, tout est monté sur des joints étanches. Ici, il y a des tiroirs qui se déplacent. Ici, nous avons des évacuations pour l'eau accumulée. Au-dessus, notre spoiler sera fixé à l'aide de rotules, une articulation à rotule, un roulement à rotule. Il vient s'insérer ici comme ça et tout est serré avec un boulon. Pendant que les gars s'occupent de l'assemblage final, je vais partager une autre nouvelle. Beaucoup savent que nous gérons activement et animons notre chaîne Telegram. Nous essayons de la monétiser et c'est vital pour la survie de l'atelier. Là-bas, nous publions du contenu qui n'a pas été inclus dans la vidéo principale, nous montrons les coulisses et beaucoup d'autres contenus uniques. Récemment d'ailleurs, nous avons publié un sondage pour décider quelles pièces fabriquer, chromées ou en carbone. Il y a aussi un petit post sur le coût de fabrication de cet aileron escamotable. Ainsi, notre groupe a dépassé les 40 000 abonnés et nous nous préparons à fêter cet anniversaire. Pour les 50 000 abonnés, nous avons décidé d'organiser un grand tirage au sort parmi tous les membres du canal Telegram, avec des cadeaux sympas et coûteux comme ces lampes rétro de notre atelier. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve dans la description. Je comprends parfaitement que nous sommes suivis par un large public et que tout le monde n'a pas eu l'occasion de travailler avec de la fibre de verre, des actionneurs linéaires ou des rotules. Et bien sûr, beaucoup se demandent à quel point tout cela est fiable et fonctionnel. Eh bien, tout c'est pour vous. 3, 2, 1, c'est parti. Je pense que la marge de solidité ne fait aucun doute. Merci d'avoir regardé et que la hache du bien soit avec vous.